Je vais repartir en fait sous le même angle que j'ai abordé ma présentation en commission parlementaire. Si l'intention politique, c'est vraiment d'amorcer une transition énergétique, mais la transition énergétique aujourd'hui, ça veut dire commencer à réduire notre consommation totale de produits pétroliers et gaziers. On est rendu en fait qu'on ne reconsidère plus l'évolution du climat une fois par décennie ou même par année. C'est rendu qu'on reconsidère les modèles prévisionnels à tous les semestres, sinon les trimestres. Tellement qu'il y a une accélération, en fait, il y a un emballement du réchauffement climatique. Et ça, ben, ça appelle une prise de responsabilité politique et collective immédiate. Alors, ce projet de loi-là allègue comme intention législative l'amorce d'une transition énergétique. En réalité, il n'y a aucun des indicateurs aujourd'hui qui pointe même en direction d'une amorce de décarbonation de l'économie québécoise. Notre consommation totale de pétrole et de gaz continue d'augmenter. Le nombre de véhicules, le calibre des véhicules, le poids des véhicules continue d'augmenter. Et aussi, surtout, ce qui est déplorable du point de vue politique, les leviers de taxation, de réglementation, de fiscalité, d'encadrement contraignant des usages les plus polluants, basés sur les énergies fossiles, bien, tous ces leviers-là dont dispose notre gouvernement n'ont pas été utilisés. Pire, en fait, c'est un gouvernement libertarien qui est allergique à toute forme d'intervention dans l'économie. Alors, bien, pour juger la valeur d'un projet de loi, ce n'est pas aux intentions politiques, aux énoncés d'intention. Ça fait quand même plus d'un quart de siècle que je suis dans cette semaine-là, j'en ai vu succéder des projets de loi. On prend la mesure d'un projet de loi à la valeur et à la rigueur de son dispositif, du dispositif qui soutient sa mise en œuvre. On peut même prendre la valeur, en fait, après coup, a posteriori, de la véritable intention politique en fonction de la mise en œuvre, la séquence de mise en œuvre des articles d'un projet de loi. C'est ça qui est le plus révélateur. Or, en ce moment, on n'a pas de plan de décarbonation. Non seulement il n'y a aucun indicateur qui pointe en l'amorce d'une réduction de nos usages de produits pétroliers, mais il n'y a pas de plan de décarbonation gouvernementale au sens d'un dispositif assorti d'objectifs quantitatifs à des échéances déterminées, d'un mécanisme de suivi et de reddition de comptes. On n'a pas ça. On n'a pas non plus de plan financier pour encadrer la transition énergétique. Je vous dirais même à la limite qu'on investisse 50 ou 100 milliards de dollars ou 200 milliards de dollars collectivement dans l'augmentation de nos capacités, de la disponibilité d'énergie renouvelable, essentiellement l'électricité, ça importerait peu en autant qu'on a une réduction de notre dépense en contrepartie au moins équivalente. Donc, nécessairement, il faut qu'il y ait un plan de réduction de nos usages des énergies fossiles qui, pour justifier même d'un point de vue économique, l'engagement d'une telle dépense telle qu'envisagée par notre gouvernement actuel dans l'expansion de nos capacités de production d'électricité. Donc, il n'y a pas de plan financier, pas davantage que de plan de décarbonation. Le seul plan qu'on a par délégation de responsabilité, c'est le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, qui, lui, constitue une véritable relance accélérée de l'investissement dans l'augmentation des capacités de production, mais aussi d'infrastructures de transport et de distribution. Pour vous donner une idée générale, d'ici 2035, Hydro-Québec prévoit des investissements qui pourraient atteindre 180 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près 15 milliards de dollars par année de 2004 à 2035. 180 milliards de dollars, c'est le double de la valeur totale d'Hydro-Québec au 31 décembre 2023. 15 milliards de dollars par année, c'est à peu près 3 fois plus que les investissements annuels moyens d'Hydro-Québec dans les dernières années, qui étaient d'à peu près 4,5 milliards de dollars. Un plan de développement aussi résolument orienté en fonction d'une logique productiviste que ça,
bien, ça va se traduire, évidemment, ce plan de développement-là, il va falloir le financer avec les tarifs de la collectivité, toutes catégories de clients confondus. Et ça va se traduire par, si le plan est véritablement mis en œuvre, par une augmentation des tarifs de façon cumulative d'ici 2035 de l'ordre de 65 à 75 % minimalement, c'est-à-dire entre 5,2 et 6,3 % par année, au moins pour 12 années consécutives. Ce qui ne tient pas la route non plus, outre le fait qu'on n'a pas de plan d'encadrement financier, c'est que ce qu'on est en train de proposer face aux dommages environnementaux, socio-économiques causés par l'usage des énergies fossiles, ce qu'on appelle les externalités de l'usage des produits pétroliers gazés, on est en train de proposer, en fait, plutôt que de réinternaliser la valeur de ces dommages-là dans le prix des produits pétroliers gaziers, pour discréditer, disqualifier graduellement leur usage, on est en train de proposer de faire porter au tarif d'électricité de la collectivité, l'énergie propre qu'on prétend vouloir favoriser, le coût d'une transition qui est rendue nécessaire par l'usage des produits pétroliers. Donc, c'est complètement, non seulement dérogatoire, mais en totale contradiction avec le principe cardinal de la régulation économique qui est le principe de causalité des coûts. Ce qui est complètement tout croche dans la démarche de ce gouvernement-là aussi, c'est le processus. Mélanie a abordé brièvement la question. Pour amorcer une transition qui impliquerait une telle transformation de nos usages de l'énergie, d'ailleurs, ce n'est pas juste nos usages de l'énergie, les formes d'énergie qu'on privilégie qui sont en cause, c'est aussi tous les équipements, tous les procédés industriels, tous les véhicules qui consomment des énergies fossiles qu'il va falloir remplacer graduellement. Et la capacité financière des ménages et des entreprises d'investir, de faire la dépense pour remplacer ces équipements-là n'est pas uniformément répartie. C'est un problème additionnel. Autant que les coûts et les bénéfices d'une décarbonation de notre économie ne seront pas uniformément répartis. Et ça nous indique qu'il faut d'autant plus faire un usage parcimonieux et conséquent et ordonné des moyens qu'on va déployer et du financement que ça va impliquer. Donc, pour amorcer une transition de cette importance-là, la première étape, comme Mélanie le mentionnait, c'est de faire un débat public, mais vraiment large et en profondeur pour évaluer, non, pas seulement évaluer, mais commencer par convenir d'un objectif collectif. Si c'est la décarbonation, l'objectif, la deuxième étape, c'est d'examiner tous les moyens, l'éventail des moyens, la hiérarchisation des moyens, l'ordonnancement de leur déploiement qu'on va mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs-là et l'objectif général. Et en dernier lieu, une fois qu'on a convenu et déterminé un processus, un dispositif pour au sein de la transition, bien là, on élabore et on adopte des dispositions législatives et réglementaires pour sa mise en œuvre. Le gouvernement, qui était dans l'improvisation depuis qu'il est au pouvoir sur ces questions-là, et surtout dans le déni de ses obligations en termes de consultation et de validation démocratique de ses orientations, bien, nous amène un peu à coup de fait accompli vers une trajectoire qui est tout autre, en fait, que celle prétendue. Donc, j'ai parlé du renversement du principe de causalité des coûts, j'ai parlé du renversement absurde des processus démocratiques. Je dois dire que c'est aussi le renversement des principes issus de la nationalisation qui est au menu. La nationalisation du secteur électrique, ça reposait par l'entremise de notre société d'État et de son actionnariat public, gouvernemental. Ça reposait essentiellement en termes d'aménagement des flux financiers ou soutien du développement énergétique. Ça reposait en la mise en commun de nos ressources financières collectives via nos tarifs d'électricité, la pompe Afrique, et via les bénéfices versés à notre actionnaire collectif, une redistribution universelle de la richesse en fonction du principe à l'avantage de tous.
là, ce que ce projet de loi-là annonce, au gré d'une multiplication des partenariats financiers et de l'impartition d'une partie des actifs dans les projets de production et même les projets de transport d'électricité, c'est un encerclement graduel d'Hydro-Québec, donc une dénationalisation à petit feu par encerclement. Et ce qui va résulter, c'est que le mécanisme de perception des revenus requis pour cette transition-là, qui est pervertie au profit d'une grande relance productiviste, donc la mise en commun de nos ressources financières et les tarifs va être maintenue, mais la redistribution des bénéfices va être morcelée au profit, graduellement, dans des proportions croissantes d'intérêts particuliers, sinon privés. Et donc, je conclue là-dessus, la dénationalisation à petit feu qui s'annonce via la multiplication des partenariats, c'est pas juste le morcellement de la propriété des infrastructures, c'est aussi le morcellement de nos usages et de l'occupation aux fins des activités de production ou de commerce d'électricité, au profit d'une multitude d'intérêts particuliers ou privés, tout autant et dans des proportions croissantes que de notre société d'État. Et c'est aussi, à terme, je dirais, le morcellement, la fragilisation, sinon même la fragmentation de nos processus décisionnels. Parce qu'à partir du moment où on a tellement attisé l'appétit financier réel et légitime là, des régions, des communautés, en les désignant a priori comme des bénéficiaires, des co-bénéficiaires de l'usufruit économique des projets, bien, la prise en considération des enjeux environnementaux, sociaux et de ces préoccupations-là au niveau local, régional et national est court-circuitée. C'est plus en fonction d'un débat collectif et de l'établissement de règles basées sur l'équité et la redistribution universelle de la richesse que ces décisions-là vont se prendre. C'est en fonction des ambitions d'intérêts financiers local, régional ou de groupes d'intérêts particuliers et ou privés. Donc, c'est ça le renversement aussi qui est mis en œuvre par ce projet de loi.